Ben oui, bienvenue. Je voulais profiter dès le départ parce que je ne veux pas l'oublier, mais dire un gros merci vraiment à tout le monde qui nous ont donné leurs suggestions, leurs commentaires par rapport au tableau de bord. Là. Vous vous reconnaissez tous, mais des Corinne, Marie-Claude, Ghislain, Aïda, Simon-Pierre, tous les gens qui ont dit, ah, il me semble les tableaux de bord, là, on pourrait peut-être avoir ça, avoir telle chose. On vous écoute 1000%. On le note pour vrai. Puis, dans le fond, c'est vraiment un effort collectif avec tout le monde. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, il y a plein de vos idées qu'on a mises en place. Donc, n'hésitez pas, continuez aussi de nous donner ce feedback-là parce que ça nous nourrit puis ça nous permet vraiment de bien ajuster le produit pour que ça vous convienne. Donc, merci de votre input et c'est votre travail aussi que vous voyez aujourd'hui. Et un petit bravo à toute l'équipe de développement derrière les tableaux de bord. Il faut absolument que je le mentionne. Antoine, Alex, Charles-Olivier, énorme travail depuis plusieurs mois là, pour mettre ça en place et lancer ça. On est hyper fiers. Ils ont travaillé super bien. Vous allez voir, c'est clean, c'est très, très beau. Puis on est vraiment fiers parce qu'on fait tout à l'interne. Hein. C'est vraiment un produit codé, made in Québec, codé local par nous. On n'a pas de fournisseurs externes. Fait que c'est vraiment notre savoir, notre expertise. Les gars, c'est un travail génial. Donc, je voulais vraiment le mentionner parce que tout l'honneur revient à eux. Tout ce qu'on va présenter aujourd'hui, sachez que dans le guide utilisateur B12, on a des articles qui décrivent un peu tout ce qui est là. Donc, si jamais vous voulez revenir le relire, les articles sont là dans le guide utilisateur. Et aussi, l'enregistrement va être disponible dans le guide. Il y a une section là, démonstration et webinaire dans laquelle on va l'ajouter. Donc, si vous avez des collègues qui ne peuvent pas être là, vous pourrez leur partager le lien. Et puis, pour toute question autre, n'hésitez pas, on est toujours là au support. Ça nous fait plaisir de recevoir vos questions, commentaires à l'adresse courriel. Donc, toujours, on est là. Gênez-vous pas. C'est bon? On y va? Donc, voilà, nouveau tableau de bord. Les tableaux de bord B12. Est-ce que des fois, ça vous fait faire cette face-là? Peut-être pas votre face, mais la face des gens que vous présentez, les belles données dans B12. Puis ce qu'ils ont l'air de se demander, c'est qu'est-ce que je vois? Puis ça, on l'a entendu, hein? Je vois quoi, là? Je vois des couleurs, du rouge, du vert, du orange. Je sais que vert, c'est bon, mais tu sais, ça me dit quoi, dans le fond? Qu'est-ce que je peux lire? Et même si on se dit, OK, oui, voici les belles données, je suis capable de les lire, mais je fais quoi avec l'information? Ça me donne quoi? Donc, c'est vraiment à ça qu'on voulait adresser avec les nouveaux tableaux de bord, puis avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui nous donne encore plus de pouvoir, puis de pouvoir faire des choses vraiment cool dans les 12. Donc, l'objectif de toute cette refonte-là, c'est vraiment de rendre les données d'apprentissage plus faciles à interpréter. Là, le fameux je vois quoi, là, ça me dit quoi. Donc, d'avoir des mots puis de l'interprétation vraiment concrète. Puis pas juste ça, de savoir vraiment c'est quoi les actions que je peux entreprendre avec cette donnée-là. Donc, avoir des call to action, comme on dit bien en anglais, qui sont très clairs, qui nous amènent à prendre une décision ou à faire quelque chose avec cette donnée-là. Pas que ça reste là dans des tableaux de bord puis que ouais, ça se prend de la poussière. Donc, on veut être utile à l'action. Puis aussi, s'adapter au profil de la personne qui consulte. Est-ce que je suis un formateur? Est-ce que je suis un gestionnaire? Je suis un concepteur? La donnée ne va pas vouloir me dire exactement la même chose. Je ne vais pas faire les mêmes actions nécessairement avec cette donnée-là. Donc, adapter la vue des tableaux de bord à ces différents profils-là. C'est ça qu'on a attaqué avec les nouveaux tableaux de bord. Donc, sans plus tarder, je vous les dévoile. Donc, on arrive ici sur Tadam, les nouveaux tableaux de bord. Donc, c'est dans mon programme démo ici, puis on va prendre le temps là, de tout regarder ça. Un faux programme, je l'ai déjà utilisé par le passé là, pour démontrer l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des programmes. Donc, une fausse procédure de qualité dans une fausse entreprise qui avait à former sur ce sujet. C'est pas l'objet de la présentation. Le contenu en soi, c'est plus le visuel des tableaux de bord. Donc, ben,
Premier coup d'œil différent, ici, on voit qu'on a quand même changé la façon dont on présentait les onglets avec maintenant un vrai sommaire. On avait un peu d'informations sur la première page, mais ici, on a vraiment un sommaire qui résume un peu tout ce qui va dans le détail. Donc, c'est vraiment un résumé global des grands indicateurs. Et la super nouveauté du jour, c'est l'analyse du programme généré par l'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu le je vois quoi, qu'est-ce que ça veut me dire tout ça. Donc, c'est là où l'IA nous permet vraiment de prendre la donnée, puis d'en faire une histoire cohérente, une analyse textuelle, comme on est habitué un peu de voir et de lire, quelque chose qu'on peut partager avec ses collègues, comme si notre collègue nous avait écrit un peu son analyse. Donc, déjà là, on tombe dans le fameux B12+. Fait que je vais démystifier un peu cette partie-là parce que je veux vraiment que ça soit très clair pour vous. Dans le fond, toute la refonte des tableaux de bord que vous voyez, les nouveaux onglets, les nouvelles fonctionnalités, tout ça est disponible pour tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait vraiment un grand lancement, c'est que peu importe que vous ayez B12+ d'activer ou non, vous avez accès à tous ces nouveaux tableaux de bord-là. En fait, ça va venir par défaut, vos nouveaux tableaux de bord. La différence, c'est vraiment cette analyse-là générée par l'intelligence artificielle qui est disponible si vous avez un compte B12+ d'activer dans votre plateforme. Donc, B12+, c'est quoi, là? Je pense que j'avais la petite slide, excusez, je vais juste avancer. Hop. B12+, c'est vraiment l'intelligence artificielle générative dans B12 où on a des fonctionnalités pour venir créer des contenus de formation. Donc, pour l'instant, c'était vraiment un outil pour accélérer la conception pédagogique au niveau des contenus. Donc, maintenant, ce qu'on a rajouté dans ce volet-là, c'est vraiment les résumés, les recommandations dans les tableaux de bord. Donc, c'est vraiment comme une autre utilisation que dans le studio que vous avez vu. Ceci dit, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que dans le studio, quand on utilise B12+ pour générer des contenus, ça utilise des crédits B12. La génération des tableaux de bord ici ne consomme pas de crédits. Donc, le seul euh, critère pour pouvoir avoir accès à ça, c'est que B12+ soit activé dans votre plateforme et qu'il y ait au moins un jeton actif de crédit, en fait, jeton de crédit, un crédit dans votre compte. Donc, si vous avez B12+, puis vous l'avez utilisé, il vous reste quelques crédits, c'est bon, ça va fonctionner. Dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est qu'on ait un peu l'activation, donc l'autorisation de pousser, d'utiliser l'intelligence artificielle dans votre plateforme. Donc, ça ne va jamais consommer de crédit. Il y a une limite sur peut-être le nombre de rafraîchissements là, des différents sommaires parce que on veut éviter là, une explosion des coûts, mais c'est vraiment dans l'extrême. Là, c'est vraiment une petite barrière de sécurité, je dirais. Mais sinon, peu importe le nombre de gestionnaires qui vont se connecter, qui vont avoir accès, le nombre de concepteurs, il n'y a pas de crédit utilisé. Donc, clarification. Donc, pour avoir accès à B12+, si jamais vous dites, ah, non, on ne l'a peut-être pas, puis ça nous intéresse, dans le fond, vous devez simplement écrire à support pour nous dire de l'activer. Puis là, inquiétez-vous pas, là, c'est pas une grosse procédure, là, ça prend 3 clics. Donc, vous nous écrivez à support, ça va être fait dans une heure. Et puis, ensuite, vous pouvez aller acheter des crédits à même la plateforme. À l'aide d'une carte de crédit, vous pouvez aller mettre des crédits dans votre plateforme. Donc, tout ça, là, c'est pas une grosse procédure côté technologique, là, ça peut avoir l'air gros, là, mais c'est hyper simple. Puis, à partir de là, vous allez avoir ces sommaires-là. Donc, sommaires qui vraiment vont donner une explication et des indices de qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite, des call to action, je ne sais pas le bon mot en français, mais donc des invitations à l'action, des indices de qu'est-ce qui pourrait être la prochaine étape. Puis ça, on va les voir un peu partout aussi dans les onglets. Donc, c'est vraiment super génial pour ceux qui se disent un peu, ça me dit quoi? Euh, à savoir aussi que la donnée dans B12, maintenant, elle est mise à jour aux 15 minutes. Ça fait que c'est extrêmement plus rapide à télécharger les pages, à visualiser les onglets. Donc, ça se peut qu'à la seconde près, si vous avez un apprenant à côté de vous qui vient de terminer sa séquence, puis vous voulez voir la donnée, ça ne sera pas immédiat visible pour vous. C'est rare, là, ce cas d'usage-là. Pour les apprenants, eux, ils vont toujours voir leur
données à jour. Donc, c'est sûr qu'un apprenant, par exemple, qui complète sa séquence, qui va dans son tableau de bord, on ne veut pas qu'il y ait 15 minutes de délai. Là, il va avoir l'impression que la donnée ne sera pas là, qu'il y a un problème. Donc, l'apprenant, lui, il voit en temps réel. Mais pour vous, sachez qu'avec les milliers d'utilisateurs que vous pouvez avoir dans vos plateformes, le petit 15 minutes de délai nous permet juste de loader la donnée, puis d'améliorer la rapidité des tableaux de bord. Mais il peut y avoir un maximum de 15 minutes, on s'entend, parce que c'est comme une roue qui tourne, donc le maximum de 15 minutes, sinon ça va être là dans quelques minutes. Donc, c'est normal, s'il y a quelque chose qui vient d'être complété, que vous ne le voyez pas tout de suite, tout de suite. J'ai une petite liste, puis il faut que je la vérifie, sinon, ouais, je vais l'oublier. OK, je vais y aller sur des fonctionnalités avant de rentrer un peu dans le contenu des différents indicateurs. Donc, ben, premièrement, vous voyez, on a redécoupé les différents onglets différemment. Puis le premier onglet qui s'appelle maintenant Engagement, qui était vraiment notre progression, qui se retrouvait un peu le dernier onglet dans le fond. Puis dans le fond, c'est souvent notre première action. On veut savoir, ben, est-ce que les gens l'ont fait, mon programme ou pas. Si j'ai une personne dedans, la donnée ne va pas vouloir me dire grand-chose. Donc, c'est comme un peu notre première étape ici. Et vous voyez encore notre analyse qui est apparue ici. On a un résumé un peu plus textuel, un peu plus lisible là, du niveau d'engagement. Et la progression par séquence qui va être beaucoup plus visuelle, beaucoup plus facile de voir qui est rendu où, c'est quoi la proportion de retard, etc. Donc, on y va ici par séquence. Si vous avez besoin des titres de séquence, on peut les voir avec le hover, puis on voit aussi le détail par séquence. Et dans le bas, nos fameuses badges aussi. Donc, on mesure vraiment la progression, le taux de complétion. Ça me permet aussi de vous montrer, donc, un peu partout, on peut voir que les statistiques sont cliquables. Donc, si je vais voir ici 7 qui n'ont pas encore débuté mon programme, je clique ici et ça ouvre un panneau latéral. Et là, ça, c'est la grosse nouveauté, le côté vraiment plus actionable, plus clair. On voit nos apprenants, on sait qu'est-ce qu'on peut faire. Souvent, on voyait qu'il y avait des gens en retard, mais on était un peu les mains derrière le dos, on ne pouvait pas faire grand-chose. Maintenant, ici, on peut venir cliquer sur la progression et ça nous donne la liste, toutes des faux utilisateurs. En passant, là, c'est pas de données personnelles partagées ici. Et on peut avoir ceux qui n'ont pas débuté. Et là, ce qui est vraiment génial, c'est que je peux venir soit toutes les cliquer ou je peux sélectionner une coupe parce que je sais que ceux-là, par exemple, sont en congé de maladie. Et le fameux envoyer un message qui change la vie pour plusieurs, je crois. Donc là, pour chacun de ces panneaux-là, on va pouvoir envoyer un message. Par exemple, renvoyer un autre appel un peu plus personnalisé. Hey, les amis, dernière chance de compléter la séquence, sinon il y a une conséquence. Et on peut, c'est vraiment sous le format d'une notification B12. Donc, ce n'est pas un courriel qui va venir de vous là, personnellement, mais ça va être un peu le même format de la notification. Et on peut même ajouter un bouton comme on a dans une notification qui peut les amener à la bonne place. Donc, là, ici, je peux mettre mon rappel, etc. J'ai ma traduction aussi si on a le programme qui est bilingue. Là, fait qu'en plus, nos utilisateurs français ou anglais, c'est selon la langue qu'ils vont vouloir, ils vont savoir le bon message. Donc, oui, on peut faire ça pour, bien sûr, des rappels comme ça, mais j'aime ça vraiment mettre de l'avant aussi tout le positif qu'on peut faire. Fait que, mettons, tous ceux qui ont complété, là, moi, je leur enverrai rapidement un beau bravo. Merci, vous gagnez une carte cadeau Tim Hortons, venez la chercher à la réception. Donc, vraiment, d'être capable de mettre des messages un peu partout comme ça à tout le monde va pouvoir vous faciliter la vie dans les suivis. Puis, on va le voir, c'est actif vraiment un peu partout. Puis, comme vous voyez, j'ai utilisé vraiment rapidement, mais en haut de la barre ici, donc c'est toutes des listes triables. On a mis des filtres contextualisés là, à la liste qui est là. Et puis aussi, on peut venir trier, filtrer. Je peux le remettre par ordre alphabétique, etc. Puis on voit un peu le statut de tout le monde. Mais si je veux juste prendre ceux qui sont en cours, sont restés bloqués à milieu, hop, rappel, ou en tout cas, je suis capable de vraiment filtrer super rapidement. Fait que ça, je pense que ça change pas mal la façon dont on peut interagir avec les tableaux de bord et les données. Fait que c'était plus comme en général dans les fonctionnalités. Si je veux juste retourner, j'ai beaucoup de choses. Fait que la liste,
Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc, on a ensuite les différents onglets, un peu comme on les avait, mais là aussi, vous allez voir plein de belles nouveautés, façon de présenter la donnée. Donc, sachez qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux indicateurs, de nouvelles données, parce que c'est tout basé sur les activités dans le studio. Donc, les questions sont toujours le même format, avec des bonnes, mauvaises réponses, le niveau de confiance et tout ça, mais c'est vraiment une refonte visuelle, mais ça fait toute la différence, vous allez le voir. Donc, au niveau des onglets, une différence assez importante pour nous ici dans les jauges, puis vous allez peut-être le remarquer dans certains programmes où vous suivez un peu plus proche, par exemple, les différentes jauges en haut ici, puis c'est partout un peu la même chose, on a ces jauges-là. On présente maintenant le dernier résultat. Et on avait l'habitude de présenter la moyenne cumulative. Puis là, on retourne dans nos petites maths. Mais on la met quand même, la moyenne cumulative. Mais la moyenne cumulative voulait dire qu'on avait les résultats pour toutes les séquences depuis le début du programme. Donc, si j'ai un programme qui roule sur 15 séquences, ben, on faisait la moyenne de tout ça. Mais la moyenne, c'est intéressant parce que c'est relié aussi à la tendance, mais ce qu'on veut vraiment avoir, c'est si je me promène dans le corridor aujourd'hui, dans l'entreprise, puis je pose des questions sur ce sujet-là, c'est quoi la photo que j'ai aujourd'hui, le niveau de connaissance dans mon entreprise, dans mes groupes. Donc, le résultat le plus récent, c'est lui qui est le plus pertinent parce que ça me dit ici, hey, c'est 81%. Donc, vraiment, c'est le dernier résultat mesuré pour chacun des apprenants. Donc, beaucoup plus à jour. Puis après ça, parce qu'on aurait pu montrer le 71% qui est la moyenne, mais la moyenne n'est plus à jour, puis on veut laisser la place pour l'apprentissage. Donc, c'est normal qu'il y ait une progression, puis que la moyenne elle soit un peu plus basse peut-être que le dernier résultat. Fait que tant mieux. Donc, si vous étiez habitué de jouer avec ces chiffres-là sur les jauges, puis vous remarquez qu'il y a une différence, c'est que maintenant, on met vraiment plus d'avant le dernier résultat mesuré. La moyenne, vous l'avez toujours et vous avez toujours la tendance dans le temps ici comme avant, fait que ça ne change rien. Bon, outre aussi, encore une fois, notre analyse de la connaissance et de la confiance, la belle nouveauté, c'est la fameuse matrice ici. Vous l'aviez déjà, elle était peut-être moins explicite, puis peut-être moins utile parce qu'on avait seulement comme un point pour la moyenne. Donc, je vais juste peut-être passer à mon PowerPoint pour vous le montrer de façon un peu plus théorique, pour après ça retourner dans V12, parce que si c'est nouveau pour vous, c'est quand même un élément assez central qu'on a remis de l'avant, puis il faut bien le comprendre. Donc, la matrice connaissance-confiance, elle fait quoi? Mais bien sûr, elle va venir placer chacun des apprenants avec un petit point dans une matrice où la connaissance qui augmente, donc de bas à haut, et la confiance de bas à haut. Ce qui fait 4 cadrans. Et la ligne de délimitation, c'est le niveau de performance souhaité qui est mis dans les paramètres du programme. Donc, dans les paramètres, dans le fond, quand on est dans le vert, dans la jauge, on peut mettre un chiffre là. Par défaut, c'est 80, je crois, mais vous pouvez toujours ajuster ça. Donc, c'est ça qui fait la délimitation des cadrans. Et ensuite, quand on est en haut, quand on a un bon niveau de confiance, connaissance, bien, on est dans le vert, on est en maîtrise. C'est génial, c'est là qu'on veut que nos apprenants soient. Mais les autres, 3 autres cas de figure sont super intéressants parce que c'est là où ça va nous apporter une nuance de plus, de seulement, par exemple, avoir des niveaux de connaissance tout seul. Donc, dans l'opposé de la maîtrise, on a l'ignorance-conscience. Ça, c'est assez facile. Ils ont peu confiance en leurs réponses et ils ont un bon niveau de connaissance. Ils ne savent pas, mais ils savent qu'ils ne savent pas. Ça, c'est correct aussi. Dans le fond, il y a du renforcement à faire, il y a de la formation additionnelle à faire, puis on veut les amener vers la maîtrise, tout dépendamment de on est où dans le programme. C'est sûr que si je termine un programme puis je suis encore en ignorance-conscience, je dis pas que c'est pas négatif, mais c'est juste qu'au moins c'est équilibré, ils savent qu'ils le savent pas. Ça me fait un petit peu moins peur. Euh, Ensuite, le bleu, l'hésitation. Dans le fond, les connaissances sont là. On a les bonnes réponses.
mais on est peu confiant dans notre réponse. Donc, on hésite encore beaucoup, ça le dit. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que les gens, ils le savent, mais ils ont peur de se tromper encore. Très intéressant pour vous si l'enjeu que vous essayez de régler est beaucoup au niveau, par exemple, de beaucoup de demandes de support aux gestionnaires. Les gestionnaires reçoivent toujours des questions. Les experts, ils reçoivent vraiment beaucoup de questions. Donc, on a de l'hésitation encore, puis finalement, on se rend compte que les gens, ils savent, un coup qu'on leur explique, ils savaient. Donc, déloader ces gens-là en support pour des gens qui connaissent déjà bien. Donc, on va pouvoir travailler sur qu'est-ce qui fait encore hésiter ces gens-là. Est-ce qu'il y a des choses qui leur font peur, qui semblent pas claires, mais finalement qui étaient claires. Donc, c'est quand même très intéressant. Mais bien sûr, vous le voyez venir, ce qui est un peu plus dangereux, tout dépendamment du sujet, c'est la fameuse certitude erronée. Je suis sûre d'avoir raison, mais j'ai tort. Et ça, on le voit dans plusieurs programmes où ça peut sembler simple, où ça fait des experts que ça fait depuis très, très longtemps qu'ils le font de la même façon. Et puis, ça fait, c'est ça, qu'il y a des erreurs, il y a peut-être des mauvaises connaissances qui sont véhiculées. Si ces gens-là sont en coaching, et supervise d'autres gens, il faudrait le savoir. Donc, mauvaise réponse, mais haut niveau de confiance. Donc, ça permet de le mettre vraiment de façon beaucoup plus explicite ici dans B12 avec la fameuse matrice où on peut aller voir les points de chaque personne, mais on l'a ici, au fond, c'est un peu la même info, mais par catégorie ici, où j'ai maîtrise, hésitation, ignorance, conscience, certitude erronée. Et là aussi, ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est cliquable et j'ai mes différents onglets où là, oups, j'ai ici toutes mes gens. Donc, Alexandra Demo, connaissance, 20 de bonnes réponses, 95 sûre d'elle-même. On va lui écrire un petit message. On va l'inviter à venir nous rencontrer pour une petite session de coaching, de discussion, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je parlais tantôt de ces messages-là avec des liens vers des boutons. Une chose qu'on va rajouter prochainement, je ne promets pas de date, mais ça va être la possibilité de mettre un lien sur mesure. Donc, par exemple, un lien vers une formation dans votre LMS, un lien vers un SharePoint, un outil, peu importe, pour amener les gens, par exemple, à aller consulter une formation, etc. Donc, c'est des petites choses qu'on va rajouter. Pour l'instant, on reste dans B12, mais je pense que l'idée, c'est vraiment d'être capable d'avoir le bon call to action. Vous pouvez toujours mettre le lien dans le texte, hein. Ici, un hyperlien peut aussi être là. Mais, ouais, donc possible d'avoir des call to action ici. Même chose, la maîtrise, bravo tout le monde, vous avez super bien réussi, etc. Donc, j'ai toujours la possibilité d'avoir le tous, de venir filtrer par catégorie et avec les labels qui sont là. Et cette répartition par catégorie se retrouve aussi dans le reste de la page. Donc, ici, performance par sujet, comme on avait avant. Donc, ici, je peux me dire, OK, tout est dans le jaune, là, donc c'est correct, c'est pas génial. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que j'ai aussi cette catégorisation-là. Je pense que là, moi, c'est le bout qui m'intéresse encore plus. Parce que généralement, oui, OK, sur globalement tous les sujets, c'est intéressant, mais on veut y aller aussi par catégorie parce que là, on se rend compte tout à coup qu'il y a quand même un peu plus de gens pour un sujet en particulier qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Donc, analyser et corriger les non-conformités, j'ai quand même, c'est ça, 5 personnes qui ont peu de connaissances, mais quand même une bonne confiance. Puis là, encore une fois, usez de votre jugement, de voir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est tôt dans le programme encore, on leur laisse du temps. Ils vont peut-être s'en rendre compte là, qu'ils ont des mauvaises réponses plus qu'ils pensaient. C'est à ça que ça sert B12 aussi. Donc, oui, la donnée est là, les noms sont là, on peut agir, mais on ne veut pas non plus agir trop vite, là. Puis, il faut laisser le temps aux gens de compléter leur programme. B12, c'est un espace pour apprendre, un espace pour s'améliorer. Donc, tu sais, je présente ça, là, puis c'est bien excitant, mais on le sait, là, pas tout de suite que je vais écrire à Alexandra puis lui dire Hey, qu'est-ce qui se passe? En me rendant compte qu'elle a juste fait une première séquence, 4 questions, puis bon, elle est de rate.
Bref, petit message. Et ici aussi, un gros wow pour plusieurs, d'avoir la performance par activité, donc par question, où là, on peut aller voir les questions qui ont été bien réussies, le niveau de confiance, on peut tout trier, tout filtrer. Je peux aller juste chercher, par exemple, un sujet en particulier, etc. Donc, toutes ces tables-là utilisent les filtres, les tris. Vous pouvez vous amuser là, à aller fouiller pour l'information que vous voulez. Puis, encore une fois, je peux cliquer sur la question et là, j'ai les, ouais, les noms, les catégories pour chacune des questions. Donc, on peut aller hyper granulaire, là. Ce qu'avant, on devait faire en téléchargeant toutes les réponses, puis on devait vraiment travailler dans Excel, là, on l'a un peu plus facilement là, directement dans B12. Fait qu'une belle nouveauté, là. J'espère que vous appréciez les changements dans cet onglet. Et puis, ça me permet aussi de mentionner le bouton Actualiser le sommaire. Euh, Dans le fond, je le vois là, j'imagine qu'il y a une nouvelle donnée. Donc, les sommaires sont poussés par l'IA quand on se connecte dans le tableau de bord. Ils ne sont pas mis à jour automatiquement parce qu'on ne sait pas votre besoin, puis ça utilise quand même quelque part de l'IA derrière, même si on ne vous charge pas pour les tokens. Donc, c'est à vous de déclencher cette mise à jour-là. Donc, cette mise à jour-là va apparaître, le bouton apparaît s'il y a une nouvelle donnée dans le programme qui justifie qu'on voudrait refaire l'analyse parce que peut-être que ça a bougé. Et ou si on utilise les fameux filtres. Donc, c'est sûr que si je vais sur le compte d'une personne, le sommaire ne va pas s'ajuster et bouger automatiquement, mais je dois venir cliquer ici sur Actualiser le sommaire et là, ça va relire la donnée et remettre à jour le sommaire. Si je le renlève, je revois le sommaire. Là, je suis encore sur la description pour Alexandra et je peux venir le réactualiser. Donc, à garder un œil, là, c'est sûr qu'on lit une fois. Si on veut vraiment avoir ce sommaire-là à jour, il faut venir le régénérer. Et vous voyez toujours la date et l'heure à laquelle ça a été généré ici. Le reste des onglets, vous allez reconnaître quand même les mêmes, tu sais, la matrice qu'on a mis de l'avant un peu plus, disons que ça, c'est une des grandes nouveautés. Sinon, c'est quand même assez similaire. Les cas pratiques aussi. Donc, si c'est un peu nouveau pour vous, les cas pratiques, c'est une belle opportunité aussi pour aller les explorer puis voir qu'est-ce que ça donne en termes de données. Donc, les cas pratiques vous mettent en action sur une tâche et viennent avec des critères de performance. Et là, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a remis comme visuel plus les indicateurs tels qu'ils sont dans le formulaire et dans les critères de performance, soit le nombre d'étoiles ou un oui-non. Donc ici, j'ai deux personnes qui ont dit oui, une personne qui a dit non, qui le fait. Et j'ai mon auto-évaluation, l'évaluation par les formateurs, les gestionnaires, les pairs et les commentaires. Donc, tout ça, cette belle grille de comparaison va venir apparaître ici. Donc, on a quand même les pourcentages qui sont là, mais on le voit un petit peu plus visuellement. Donc, c'est quand même plus intéressant. Puis, on le sait, là, avoir 50% sur un critère, ça fait un peu peur. Là, ça fait comme, moi, j'ai coulé. Versus 2 étoiles sur 4, ben, c'est moyen. Là, donc, je pense que visuellement, c'est peut-être plus constructif comme approche, je dirais. Puis, dans le fond, tout est partout. Les exports en Excel, en images sont là comme ils étaient avant aussi, là. Sachez que ça reste disponible. Une nouveauté, par exemple, qui est vraiment le fun, là aussi, on met les apprenants un petit peu plus de l'avant. Je n'ai pas énormément de données ici, mais je peux aller voir bon, la pratique par utilisateur global. Je peux aller par cas. Oups, j'ai personne ici. Voilà. Et je peux même aller par critères. Donc, est-ce que les gens contrôlent le numéro de commande? Je peux voir que Trixie, non, ces deux personnes-là, oui. Donc, je peux vraiment creuser facilement les cas aussi. Donc, si j'ai à me dire, oh, j'ai besoin d'une personne qui va coacher les autres dans l'équipe, ben, je peux vraiment aller rapidement identifier que ça sera William que je peux venir choisir comme coach. Et peut-être que Trixie a besoin d'un petit peu de coaching. Donc, on le voit directement, ce qui était un peu caché là, dans les tableaux de bord par là. Avant. La tendance, si un cas revient plusieurs fois dans différentes séquences, ben, on va pouvoir mesurer la tendance dans le temps. Donc, c'est possible de se dire, OK, on continue de se pratiquer dans le temps, puis on voit l'évolution des critères. Donc, ça va être affiché ici si on a ça.
Je vais passer rapidement sur habileté. Bon, dans celui-là, je n'ai pas de données, mais c'est vraiment pas mal la même chose qu'avant. C'est juste un petit peu différent côté visuel, mais c'est les mêmes indicateurs que vous aviez. Donc, pas de changement ici, autre qu'un petit peu plus peaufiné au niveau des visuels. Je vais sauter lui, les sondages. Ça aussi, c'est vraiment un remaniement plus visuel. On a une liste maintenant qu'on peut trier un peu plus facilement. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut venir rajouter, par exemple, un sondage en favori, donc il va être capable d'être trié plus facilement, d'être mis en haut. Donc, une vue plus facile là, de tous les différents sondages. Puis, quand on l'ouvre aussi, un petit ménage visuel qui fait du bien, un peu plus, moins étiré, là, ça faisait des longs graphiques. Donc là, ici, on a les graphiques qu'on veut venir chercher. Ce que vous avez peut-être vu que j'ai passé, l'indicateur personnalisé. Donc ça, là, ça sonne vraiment très cool, mais dans le fond, vous les aviez déjà, ces indicateurs personnalisés-là. N'importe quel sondage, questionnaire peut être utilisé dans B12 pour mesurer l'indicateur de votre choix. Donc, je crée une question, je vais venir mesurer, par exemple, est-ce que les gens comprennent le pourquoi du changement? Je vais faire une question, ça va être caché dans un sondage. Ben, je l'avais ici. Puis souvent, c'était ça un peu, c'est que il y avait plein de données, il y a plein de choses. Donc, pour l'avoir vraiment facilement, mon indicateur super important de la compréhension du pourquoi, mais pour le faire le ressortir, maintenant, dans le studio, on peut indiquer que cette question-là est un indicateur. Et donc, ça vient juste comme l'épingler dans cet onglet-là. Imaginez comme un épingle qu'on dit, hop, ça, là, je veux vraiment le mettre de l'avant, je vais être capable de le voir en 2 secondes. Puis, on peut s'imaginer, si on partage nos tableaux de bord avec nos exécutifs, etc., ben, ils vont aller voir ça rapidement. Les sondages, ben, c'est le reste des questionnaires, peut-être des fois des réflexions on a moins besoin de lire, mais indicateur, ça le dit. La différence aussi, c'est que maintenant, on peut, pour pas avoir juste la question, qui est des fois un peu ambiguë ou ça fait beaucoup de blabla, on peut vraiment venir mettre un titre au lieu d'avoir la question qui apparaît. Oui, il y a une question derrière, mais là, on est un peu plus en mode indicateur. Donc, je vous montre, ça marche comment, mais vous allez voir, c'est super, super simple. Hop, hop, hop. Ici, hop, j'ai ici mon activité et quand j'ai ma question, dans le fond, maintenant, dans toutes les questions, je peux aussi me dire que cette question-là, par exemple, je me sens capable d'intégrer les nouvelles compétences, c'est un indicateur clé. Donc, dans mon sondage, un peu partout, je peux juste venir aller cocher ceci est un indicateur clé, mettre le titre capacité, puis d'avoir ce titre-là qui va apparaître. Donc, en faisant ça, c'est comme si je l'épingle dans mon onglet indicateur clé. Donc, si maintenant je le mets à jour, je vais pouvoir l'avoir. Mais je viens de dire, ça prend 15 minutes de mettre à jour, donc ça apparaîtra pas tout de suite. Oups, j'ai même pas la bonne. J'étais dans lui ici. Hop! Eh, bon, 15 minutes. Je ne sais pas si c'était. Non, la donnée était déjà là, d'ailleurs. OK, je me mélange. Donc, la donnée étant déjà là, c'est juste l'afficher. Donc, j'ai maintenant deux indicateurs clés qui peuvent apparaître ici. Donc, c'est vraiment un épingle. Mais je pense que c'est vraiment le fun pour avoir une vue claire, wow, pour faire des rapports, pour présenter aux gens. Sondage, c'est un peu pareil. Et finalement, nouvel onglet, comparaison. Donc ça aussi, c'est super cool parce qu'un peu partout dans les tableaux de bord, on cherchait une façon d'être capable de mettre deux données côte à côte, de comparer dans les tableaux de bord, mais c'est impossible, ça ferait vraiment trop de graphiques et c'est difficile à lire. Donc ici, un peu comme quand on fait du magasinage en ligne, là, je vais juste essayer de trouver. Ouais, dans le fond, on peut venir ajouter dans nos colonnes, comparer, tu sais, on compare des iPhones, des produits. Donc, oups, bon, je choisis tout. Ah, ben, je sais que j'ai Alexandra. Donc, je vais aller chercher. Non, bon. Bref, vous voyez, vous pouvez rajouter soit des apprenants, ça peut être des groupes aussi. Donc, on peut comparer différents groupes.
Et on peut comparer aussi selon tous nos champs qu'on aurait mis en place dans notre plateforme, les fonds. Ben, ici, c'est des exemples, là. Ça ne veut pas dire que vous avez ces champs-là, c'est vos champs personnalisés. Donc, si vous avez mis vos départements, vos régions, etc., dans les champs, ça va apparaître aussi comme une option pour comparer, puis on peut mettre autant de colonnes qu'on veut. Là, j'arrive pas à trouver des places où il y a de la donnée intéressante, mais comme ça, ben, ça met les indicateurs un peu côte à côte. On va continuer de travailler sur cet onglet-là. Je pense que ça fait vraiment une belle job pour l'instant. Mais peut-être être capable d'ajuster les lignes, qu'est-ce qu'on veut vraiment, se créer des vues aussi, des comparaisons qu'on veut toujours garder. Mais donc, ça reste ouais, belle façon là, de voir la donnée côte à côte facilement. J'ai sauté une chose, dans le fond, comme avant, ça n'a pas changé, mais les gens ont toujours accès à la donnée qui est pertinente pour eux. Comme avant, un gestionnaire va voir ses employés, un formateur va voir ses groupes, un concepteur va voir les programmes auxquels il collabore. Donc, on n'a pas changé cette organisation-là de la vue. Donc, un gestionnaire va pouvoir peut-être ajouter tous ses employés un à côté de l'autre, mais ne va pas pouvoir prendre d'autres employés ou d'autres groupes ou d'autres entités là, auxquelles il n'y aurait pas accès. Donc, ça reste qu'on a accès à la donnée auquel on devrait avoir accès. Sinon, justement, il y a les permissions et les accès qui sont aussi un petit peu plus raffinés maintenant à différents niveaux. Premièrement, l'anonymisation des programmes. Pour que, dans le fond, un peu partout, au lieu de voir des noms ici, je vois des symboles aléatoires. Donc, ça se fait au niveau du programme. Parce que c'était déjà dans le programme où c'était possible d'anonymiser un programme. C'est juste que c'était anonyme pour tous. Fait que dès que tu le mettais anonyme, il n'y a plus personne qui voyait de nom, on n'était plus capable de faire les suivis. Maintenant, on peut se dire, par exemple, ça va être anonyme pour les concepteurs, qui n'ont vraiment pas besoin de savoir qui est qui. Eux, ils font la conception, ils vont suivre qu'est-ce qui fonctionne dans le programme, mais on ne veut pas qu'ils soient capables d'identifier les employés, mais on peut anonymiser pour les concepteurs. Mais le laisser disponible aux autres. Donc, on est vraiment capable de choisir quel rôle devrait avoir cette vue-là anonyme. À partir du moment où on le met anonyme, partout, dans tous les tableaux de bord, ça va être des chiffres au lieu des noms spécifiques. Si c'est anonyme, pour éviter aussi que quand il y a un petit nombre, on a juste 3 personnes, mais on est quand même capable de deviner qui est qui, en bas de 10 données, ça ne sera pas affiché. À partir du moment où on a 10, là, la donnée va être affichée. Comme ça, c'est vraiment parce que sinon, c'est un faux anonyme, là, on commence à être capable de faire les associations trop faciles. Donc, l'anonymisation dans le paramètre du programme dans le studio. Ensuite, dans les tableaux de bord, il y a le choix des vues. Donc là aussi, on avait déjà ces paramètres-là. C'est pas tout le monde qui jouait avec ça, qui l'avait découvert, mais donc là, on a vraiment toutes les possibilités pour les différents rôles de quel onglet ils devraient voir. Par défaut, tout est là. Mais on peut s'imaginer, par exemple, qu'on voudrait que les gestionnaires n'aient pas assez accès au sondage parce que c'est toutes des réflexions personnelles, puis ils n'ont pas accès à ça. Les formateurs n'ont pas accès à je ne sais pas quoi, etc. Donc, c'est à vous de décider qui voit quoi. Et par rapport à ça, j'ai un petit devoir pour vous, c'est que en faisant la migration entre les anciens tableaux de bord et les nouveaux tableaux de bord, c'est sûr qu'on a essayé de matcher là, entre les permissions que vous aviez déjà dans vos tableaux de bord avec ces nouvelles permissions-là, mais ce n'est pas un match parfait parce que, entre autres, au niveau de la connaissance et de la pratique, c'était possible de dire, ah, je ne veux pas montrer les sujets de connaissance, je ne veux pas montrer la matrice, mais je veux montrer les autres. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que dans Connaissance, dès que dans le passé, il y avait un des graphiques qui n'était pas visible pour un rôle, on prend pour acquis qu'on ne veut peut-être pas dévoiler de la donnée qu'on ne voulait pas dévoiler, donc on ne le met pas. Donc, ça se peut que quand vous arrivez dans votre programme, il vous manque des onglets. Donc, allez faire un petit tour dans les paramètres, puis ça se peut que, surtout au niveau de connaissances et pratiques,
il y a des activations à remettre. On a fait le tour, on a vraiment essayé de s'assurer que pour la grande majorité, ça fonctionnait. Puis on aimait mieux, et, tu sais, l'erreur la moins pire, dans le fond, c'est qu'un onglet soit caché alors qu'on a besoin de le voir. On ne voulait pas dévoiler une donnée qu'on ne voudrait pas. Donc, si les sondages étaient anonymes, pas anonymes, mais non visibles, ben, il faut qu'ils restent non visibles. Donc, pour éviter des erreurs, ça se peut qu'il y ait des choses qui aient disparu, mais elles ne sont pas disparues, elles sont bien là. Comme je vous dis, on a fait quand même le tour, donc ça devrait être pas si pire. Puis c'est pas tout le monde qui allait faire des modifications, donc ça ne devrait pas avoir trop d'impact, mais c'est un petit devoir pour vous là, d'aller vérifier si ça vous convient toujours. Et puis ça, bien, on peut venir ici le mettre à jour. Et une autre belle nouveauté, peu importe si on a mis anonyme ou pas dans les paramètres, et ben, c'est sûr que si on a caché l'onglet sondage, ça va bien fonctionner, mais mettons qu'il y a un seul sondage où je demande une opinion ou de la rétroaction, puis je me dis, je veux vraiment que les gens nous disent qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, je peux rendre un seul sondage anonyme. Vous l'avez peut-être vu parce que quand j'ai montré mon autre exemple, peut-être qu'on a vu ça. Mais si je retourne ici, par exemple, je peux dire ici que ce sondage est anonyme pour tous. Donc, peu importe, ça va override toutes les autres permissions et dans ce sondage-là, ça va être des noms, des chiffres aléatoires au lieu des noms. Donc, on peut avoir comme ça un sondage en particulier qu'on vient mettre anonyme. Si je le mets ici, puis on retourne, je pense qu'on va pouvoir voir qu'est-ce que ça donne. Hop, hop, hop. Ah non, c'est pas le bon. C'est l'autre. Ouais. Donc ici, là, il n'y avait pas de réponse qui était écrite, mais on voit les utilisateurs avec des chiffres comme ça. Donc, on ne voit plus maintenant, même si dans le reste, j'ai accès au nom des gens. Mais dans ce sondage-là en particulier, là, j'ai plus accès au nom des gens. Je ne peux pas voir qui a répondu quoi. Fait à partir du studio, maintenant, nouvelle possibilité pour les sondages. Je vérifie ma liste si on a tout couvert. Oui. Hop, hop, hop. Ouais, donc c'est ça ici. Je le remets ici, là. Le petit devoir de vérifier si les onglets que tout le monde devrait avoir accès, euh, euh, si ça fonctionne toujours. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours nous écrire si vous voulez mieux comprendre ces nuances-là. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis sinon, écrivez votre question. Je vois les petites questions flashées. Là, j'ai pas le temps de les lire en parlant, mais je pense que mes collègues répondent aussi au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, dernière petite chose, rapide, parce qu'on a déployé des petites nouveautés, puis après, on prend les questions s'il y en a, mais malgré tout ce beau travail dans les tableaux de bord, on a aussi fait des petites modifications qu'on a lancées depuis janvier. Donc, des fois, ça passe rapidement, on s'en rend pas toujours compte. Donc, je vais les passer un peu en rafale, honnêtement. Si ça vous dit quelque chose, ça vous le dira. Vous saurez que vous pourrez aller voir. Donc, ceux qui ont B12+, on a quand même lancé trois nouveautés là, dans les possibilités. Maintenant, on peut surligner un texte et le modifier à l'aide de B12+, par exemple, rajouter du texte, corriger les fautes, etc. Donc, vraiment, ce qu'on appelle un tooltip, là, un peu ce qu'on pourrait vouloir faire à côté dans Copilot, ChatGPT et autres, de dire, ah, peux-tu me réécrire ça? Fonctionne super bien. Vous pouvez prendre ouais, les suggestions qui sont là puis réinsérer directement. On peut aussi créer un sondage avec B12+ sur un sujet. Je veux un sondage sur tel sujet. Vous l'écrivez et puis ça va venir vous créer votre sondage. Et aussi avec B12+, pour créer les questions, avant, ça prenait absolument un PDF. Maintenant, on peut aussi mettre un URL, donc une page web, ou même un texte brut que vous insérez dans B12. Donc, on accepte d'autres formats là, pour venir créer vos programmes. Les questions à l'échelle numérique dans les sondages, ça, c'était avant pas possible de la mettre optionnelle. Il fallait absolument répondre pour passer. Maintenant, ces questions-là, on peut les mettre optionnelles. Donc, si vous étiez un peu contraint avec ces questions-là de les mettre obligatoires, maintenant, vous pouvez toujours venir les cocher comme étant optionnelles.
Une autre nouveauté quand même le fun pour ceux qui utilisent beaucoup les activités de réflexion dans les sondages, les journaux de bord où la personne, par exemple, va rédiger un plan, va se créer un défi ou va avoir quelque chose qu'on pense qu'elle veut garder en note. C'est possible à partir du studio de cocher une option qui va permettre aux apprenants de s'envoyer leurs réponses par courriel. Donc, dans le bas du sondage, ils vont répondre, puis après ça, ça va être un petit bouton qui va être disponible pour eux m'envoyer mes réponses par courriel. Ils cliquent là-dessus, ils reçoivent un courriel avec ce qu'ils viennent d'écrire. Donc, vraiment le fun dans une optique un peu de développement des compétences où on est un peu plus en mode réflexion. Un petit détail, mais c'est quand même le fun dans le mode accès libre parce qu'on peut imaginer que les gens vont faire plusieurs séquences l'une à la suite de l'autre. On a à la fin de la séquence un bouton qui propose de tout de suite aller à la prochaine séquence au lieu de revenir dans l'accueil et prendre la prochaine. Un petit détail, mais ça facilite la navigation là, pour les apprenants. Dans les vidéos, maintenant, il y a une petite roue de configuration. Puis là, on le sait, c'est un gros débat. Là, honnêtement, on vous laisse débattre. OK? Parce que là, il y a certains qui veulent que les vidéos soient obligatoires d'être écoutées pour passer à l'activité suivante. D'autres se disent, ben, s'ils veulent l'écouter, ils l'écouteront, sinon, c'est pas grave. Donc, vous pouvez choisir si vous obligez les apprenants à écouter toute la vidéo avant de pouvoir passer à la suivante. Et aussi, dans le player du vidéo, on peut ajuster la vitesse. Puis là, j'ai l'impression qu'avec les médias sociaux, là, c'est rendu comme vraiment à la mode. On a eu plein de demandes de pouvoir l'ajuster ou pas l'ajuster. C'est comme d'écouter en x2, là, fait que peut-être que vous voulez aussi permettre ou bloquer. Dans le fond, par défaut, c'est permis et par défaut, ils ne sont pas obligés d'écouter la vidéo pour passer. Donc, c'est juste si vous voulez changer ces options-là, vous pouvez le faire dans la vidéo. Vous avez une petite roue qui apparaît. Une autre petite demande qui fait quand même plaisir à plusieurs qui avaient du casse-tête à faire dans leur séquence. Vous allez comprendre si vous comprenez, mais on est capable de prendre une activité d'une séquence et la drag and dropper dans une autre séquence directement. Avant, il fallait faire retirer puis venir réajouter. Là, on est capable de glisser. Ça prend un bon petit mouvement de souris, là, puis des fois, si c'est trop bas, mais on est capable de le faire. Fait que, ouais, je pense que ça fait plaisir. C'est des petits cadeaux comme ça là, qu'on se fait une fois de temps en temps. Et la dernière et non la moindre, quand même intéressant pour les administrateurs, on avait des demandes parfois là, au support pour soit marquer une séquence complétée à un apprenant. Par exemple, on considère que c'est comme un prérequis déjà fait ou il l'a déjà fait par le passé puis on avait perdu la donnée, peu importe. Dans le profil de l'apprenant, on peut maintenant marquer une séquence comme complétée, donc forcer la complétion, ou l'inverse. Si on veut réinitialiser une séquence, ça fait longtemps que c'est possible, mais peut-être que c'est pas tout le monde qui le savait. Donc, vous pouvez maintenant, là, dans les deux sens, réinitialiser ou compléter des séquences pour un apprenant qui pourrait vouloir avoir juste son B12 bien clean à jour ou de le refaire. Fait que tout ça est possible. Voilà! Wow! Fait que je vais fermer le partage à moins que, ben, il y a peut-être des questions.